Bonjour, je suis Clémentine Portier-Kaltenbach. Soyez les bienvenus au cœur de l'histoire. À l'occasion de l'exposition consacrée à la forêt magique, présentée au Palais des Beaux-Arts de Lille jusqu'au 19 septembre, je vous propose d'évoquer dans un épisode inédit un auteur qui a placé la forêt et plus généralement la nature au centre de son œuvre, le philosophe Jean-Jacques Rousseau. C'est en forêt qu'il trouve le recueillement et l'intimité nécessaires pour échafauder loin de ses frères humains le rêve d'un monde meilleur. C'est dans la forêt qu'il devient le chantre de la révolution qui s'annonce. Retrouvons-le sous les frondaisons de ces arbres qu'il a tant aimés et tant célébrés. Nous sommes en mars 1724 en Haute-Savoie, non loin de Genève, dans le village de Bosset. Deux jeunes garçons d'une douzaine d'années, Jean-Jacques Rousseau et son cousin Abraham, viennent de sortir discrètement du presbytère. Ils s'éloignent en rasant les murs, car si le pasteur découvre qu'ils ont encore fugué, ce sera le fouet. Hélas, quelle triste vie il mène auprès de cet homme austère. Par bonheur, ici, au pied du mont Salève, il y a la nature. Pour Jean-Jacques, épris d'amour et de beauté, ce lieu sublime et grandiose est une révélation. C'est un peu comme si ce vaste espace lui avait ouvert les bras. Les deux garçons courent à perdre haleine. Ils arrivent dans un coin de pré connu d'eux seuls. Là, ils ont planté un petit saule. Pour l'irriguer, ils ont eu l'idée de détourner l'eau que le pasteur a soigneusement canalisée pour alimenter le noyer qu'il s'évertue à faire pousser. Ce saule, c'est leur trésor, leur repère, leur espérance. Enfant, Jean-Jacques Rousseau est déjà un être à part. Il ne fait rien comme les autres et il est prêt à tout pour suivre son instinct, son idée. Et son idée à lui, c'est de fuir un monde décevant pour vivre dans ses rêves. Ses songes le portent à chercher dans la nature la solitude qui seule le guérit de ses blessures. Et c'est dans les arbres qu'il va trouver les compagnons qui lui ressemblent. Comme lui, les arbres aspirent à l'éternité. Ils sont ancrés dans la terre, mais s'élèvent vers les cieux. Comme lui, ils sont fragiles. Un rien peut les blesser ou les abattre. Ils ont aussi cette aspiration à protéger toute créature vivante sous leurs épaisses frondaisons. Le ciel de mon lit était formé par les têtes des arbres. Un rossignol était précisément au-dessus de moi. Je m'endormis à son chant. Mon sommeil fut doux, mon réveil le fut davantage. Il était grand jour. Mes yeux, en s'ouvrant, virent l'eau, la verdure, un paysage admirable. Né à Genève en 1712, il n'a pas connu sa mère, morte 9 jours après sa naissance. Puis, alors qu'il est encore petit garçon, son père, horloger à Genève, est contraint par une sombre affaire de fuir la cité pour la ville de Nyon. Dès lors, Jean-Jacques ne le voit plus qu'épisodiquement. Il lui semble que le monde entier le rejette, que nul ne veut de lui. Son père l'a confié à son beau-frère, qui s'est à son tour débarrassé de lui auprès du pasteur du village de Bosset, et son seul ami est son cousin Abraham, et les arbres majestueux bordant le pied du mont Salève. Ici, la nature règne en maîtresse absolue, sans pour autant jamais écraser. Les montagnes sont hospitalières. Leurs flancs sont couverts de conifères ourlant lacs et pâturages dans une composition digne de subjuguer peintres et poètes. Le jeune Rousseau sent avec ces arbres innocents et gracieux une complicité profonde et silencieuse. La vie qu'il mène alors ne lui convient pas. Le pasteur auquel il a été confié, son tuteur, le bat souvent. Alors, régulièrement, il s'enfuit. Il erre quelques jours sans but, désespéré.
À 12 ans, il quitte Salève, passe 3 ans à Genève comme apprenti chez un maître graveur qui lui aussi le bat. Il s'enfuit à nouveau. Un prêtre le recueille, puis l'envoie chez Madame de Warens, riche aristocrate éclairée, manufacturière. Elle possède une usine de soie et exploite des filons miniers. Protestante convertie au catholicisme, espionne du roi de Sardaigne, une étonnante personnalité. Elle prend sous son aile ce gamin de 15 ans, rêveur et marginal, auquel elle va communiquer sa passion de l'agriculture et de la botanique. Chez elle, Jean-Jacques découvre une sorte de sérénité et d'amour, car Madame de Warens, qui n'a pourtant que 13 ans de plus que lui, devient rapidement pour lui une sorte de mère de substitution. D'ailleurs, il l'appelle maman, et elle le surnomme son petit. Désormais attaché à un lieu, une demeure où il se sent aimé, qu'il peut quitter et retrouver avec bonheur, Rousseau commence à cultiver la manie du vagabondage. Chaque jour, durant des heures, il marche dans la forêt. Cette nature immaculée, préservée de la méchanceté des hommes, fait écho à son désir d'innocence et de pureté. Il ressent au plus profond de lui la fusion passionnée de l'homme et de la terre, une fusion dont l'arbre est l'acteur majeur. Il voit en lui le dernier représentant des premiers jours du monde, rescapé triomphant d'une société humaine devenue méchante, pervertie. Rousseau est habité par la certitude que la société a proprement dénaturé un homme originellement bon et qu'il faut retrouver le paradis perdu. Jamais avant lui, l'aventure humaine n'a été ainsi associée à la nature au point de s'y identifier. Sans le savoir, il est en train de créer une sensibilité nouvelle, le romantisme. Les arbres, les arbrisseaux, les plantes sont la parure et le vêtement de la terre. Rien n'est si triste que l'aspect d'une campagne nue et pelée qui n'étale aux yeux que des pierres, du limon et des sables. Mais vivifiée par la nature et revêtue de sa robe de noces au milieu du cours des eaux et du chant des oiseaux, la terre offre à l'homme dans l'harmonie des trois règnes un spectacle plein de vie, d'intérêt et de charme, le seul spectacle au monde dont ses yeux et son cœur ne se lâchent jamais. Identifier, c'est bien le mot. Si Rousseau a trouvé dans les arbres des frères avec qui il renoue à chaque fois que les coups du sort le jettent dans l'errance, eh bien jusqu'à 25 ans, il va errer de gîte en gîte, incapable de trouver sa place dans le monde. Il trouve donc refuge chez ceux et surtout celles qui ont pitié de lui. Madame de Warens, sa bienfaitrice devenue sa maîtresse en 1732, tente de le faire sortir de son oisiveté, de rappeler à la réalité ce rêveur invétéré en l'incitant à trouver un métier. Peine perdue. Toutes les tentatives de Jean-Jacques pour s'engager dans une profession tournent à la catastrophe. Il essaie pourtant bien des métiers. Séminariste, laquais, secrétaire ou maître de musique à Chambéry, à chaque fois son manque d'enthousiasme est démasqué, et il finit par être chassé par ses employeurs. Sans but, il passe alors de longues nuits à errer dans les rues sombres des petites villes de Haute-Savoie. Même dans sa quête de plaisir, il se montre sous un jour étrange, à la fois innocent et pervers, et qui déclenche immanquablement le scandale, telle cette nuit, où, rôdant dans une ruelle sombre, il croit malin de se déculotter devant chaque fille qu'il croise et de lui présenter son postérieur. Pris sur le fait, il est à deux doigts de se faire lyncher. Comme d'habitude, il court se réfugier au milieu d'un bois, où il retrouve, en compagnie des hêtres et des saules, ses seuls amis, la douce consolation d'une nature vierge et compatissante. Durant ces années 1730, où Rousseau, dans la vingtaine, flâne au hasard par les forêts à la recherche de sa propre innocence, la société française est en plein bouleversement.
La monarchie n'est plus considérée comme le seul système politique capable d'apporter le bonheur aux hommes. Partant à la recherche d'un monde nouveau, on interroge son origine. Avec le temps, le monde artistique et notamment les peintres vont emboîter le pas à Rousseau en mettant à l'honneur l'élément naturel qui va rapidement envahir tous les tableaux. Désormais, la nature est partout. C'est elle qui prend le pas. L'homme n'est plus qu'un sujet secondaire. Certes, chez un peintre en vogue comme le grand Fragonard, on aperçoit des promeneurs, des amants en quête d'isolement. Mais ils sont minuscules, presque invisibles, perdus dans des orgies de frondaisons verdoyantes et de cyprès colossaux qui captivent toute l'attention. Comme Rousseau, en quête d'une raison d'être, l'homme du XVIIIe siècle cherche une nouvelle raison d'espérer. Serait-ce l'état de nature auquel il faudrait retourner? Rousseau, lui, n'en doute pas. Lors de ses longues promenades dans la forêt de Thônes, au-dessus du lac d'Annecy, il étend le bras pour caresser le tronc des arbres. Il respire leur parfum. Il n'est pas là pour se perdre, mais pour se trouver. L'arbre est investi d'un pouvoir magique, celui de lui restituer matériellement la preuve que la création est belle, vraie, sensible, innocente, et qu'il vaut la peine de repenser la société à la lumière de cette rencontre. Les années passent, Rousseau parfait sa connaissance de la botanique, il se constitue un herbier. Mais pour lui, pas question de ressembler à ces scientifiques qui font leur métier de leur amour des plantes. Dans ce domaine, comme dans toutes les activités humaines, le danger est pour lui d'instrumentaliser la connaissance et de dénaturer ce qui, au départ, est pure innocence. Interroger les possibilités d'un monde meilleur, oui, mais laissez ces arbres tranquilles, n'en faites pas un objet d'étude, car bientôt, sous prétexte de les mieux connaître, vous les tuerez. Tel est le credo de Rousseau. Non, l'arbre, comme les fleurs, doit être sujet de contemplation, de rêverie, de sensation. Auprès de lui, il est possible de guérir des blessures infligées par les hommes. Il me semble que sous les ombrages d'une forêt, je suis oublié, libre et paisible, comme si je n'avais plus d'ennemis, ou que le feuillage des bois dut me garantir de leurs atteintes, et je m'imagine dans ma bêtise qu'en ne pensant point à eux, ils ne penseront point à moi. Je trouve une si grande douceur dans cette illusion que je m'y livrerais tout entier si ma situation, ma faiblesse et mes besoins me le permettaient. En 1756, Rousseau trouve enfin le refuge capable d'apaiser ses tourments et de stimuler son inspiration. Son amie, la femme de lettres Louise d'Épinay, lui offre d'habiter une petite maison qu'elle a fait aménager pour lui en lisière de la forêt de Montmorency, non loin de Paris. Cette maison prendra le nom d'Ermitage. C'est un lieu où, selon ses propres termes, Rousseau a la forêt pour jardin. En présence de ces arbres qui ont veillé sur toute sa jeunesse, l'écrivain éprouve un sentiment d'infinie volupté. Chaque soir, quand le cocher le ramène de quelques visites en ville, il demande que la voiture s'approche au plus près des arbres. Laissez-moi m'en approcher. Je ne veux pas en perdre un seul. Il veut les frôler de la pointe de ses doigts. Leur simple contact le met en larmes. Autour de sa table de travail, il fait planter des tilleuls. Dans sa correspondance, il écrit cette phrase qui est comme un cri de victoire. La forêt est devenue mon cabinet de travail. Le philosophe connaît chaque variété d'arbre par son nom. Il connaît aussi parfaitement les vertus médicinales de chaque fruit. Ces fruits sont comme l'arbre qui les engendre, la nature vierge encore accessible à l'homme. Il s'insurge contre l'élagage, considérant comme un crime de mutiler les arbres pour optimiser leur production. L'arbre doit rester intact, comme au jardin d'Éden. De la même façon, il considère comme un acte odieux de faire une greffe sur un arbre pour le contraindre d'apporter les fruits d'un autre. Lorsqu'il cueille un fruit, il prend bien garde de ne pas casser le bout de la branche auquel il pend.
Hélas, les délices que lui procure ce lien si fort à la nature ne peuvent venir à bout de la terrible dépression dans laquelle Rousseau sombrit irrémédiablement dans les années 1765. Atteint du délire de persécution, cette impression angoissante que le monde entier lui en veut et complote contre lui, il se renferme dans un isolement et un silence néfastes à sa santé déjà précaire. Le 2 juillet 1778, il meurt subitement à 66 ans. La gloire du philosophe n'a pas contribué loin de là à son bonheur. Son seul souci, au milieu des succès et des scandales suscités par ses œuvres, aurait été de pouvoir s'asseoir au pied d'un sapin ou d'un chêne, et comme au temps de sa jeunesse, de rêver aux premiers jours du monde. À Ermenonville, où il est mort, le philosophe, ami de la nature, auteur des rêveries du promeneur solitaire, est inhumé au beau milieu d'une petite île dont le nom l'aurait comblé, l'île des Peupliers. C'est la fin de cet épisode consacré à Jean-Jacques Rousseau et la forêt, dans le cadre de l'exposition consacrée à la forêt magique, présentée au Palais des Beaux-Arts de Lille jusqu'au 19 septembre.